Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler d'une histoire tragique, l'histoire de Shannon Matthews. En 2008, alors que le Royaume-Uni porte encore les stigmates de la disparition non résolue de la fillette McCain, une fillette de 9 ans disparaît sur le chemin du retour de l'école. Son nom, vous l'aurez compris, c'est Shannon Matthews. Une mère en larmes, une communauté soudée, des recherches intensives et un pays tout entier suspendu à l'espoir de retrouver cette enfant vivante. Mais derrière l'élan de solidarité, quelque chose ne colle pas. Des silences, des contradictions, des mystères. Alors comment une des affaires si malheureusement banales en apparence s'est-elle transformée en l'un des plus grands scandales médiatiques du Royaume-Uni? Pour que vous le compreniez, on va commencer au tout début de l'histoire. Shannon Louise Matthews est née le 9 septembre 1998 dans une petite ville du nord de l'Angleterre. Oui, j'ai dit vraiment au tout début de l'histoire. Elle est la fille de Karen Matthews, une jeune femme de 24 ans à l'époque, déjà mère de plusieurs enfants. Le père de Shannon, quant à lui, ne vivra pas avec elle et leur relation sera brève. Shannon grandira donc dans un environnement familial instable, dominé par la présence du coup de sa mère et l'absence de figure paternelle durable. Karen Matthews, la mère, a au total 7 enfants de 5 pères différents. Mais aucun de ces hommes n'est resté durablement impliqué dans l'éducation de leurs enfants. Certains sont partis, d'autres ont été écartés, d'autres encore sont restés flous dans les documents officiels. Si on doit aborder le sujet des grands-parents de Shannon, c'est assez simple, ils ne sont pas dans sa vie parce que Karen ne s'entend pas avec eux. La famille vit à Dewsbury Moor, un quartier résidentiel populaire. Les maisons mitoyennes, les pavés usés, les clôtures bancales forment un décor quotidien où la pauvreté est devenue presque banale. Le taux de chômage est élevé, les services sociaux débordés et les perspectives d'avenir réduites. L'aide publique constitue l'essentiel du revenu de la famille. Karen ne travaille pas, elle consacre ses journées à ses enfants, à ses amis, aux petits tracas du quotidien entre loyers en retard et plaintes répétées contre ses voisins. Shannon, au milieu de tout ça, elle grandit comme elle peut. D'ailleurs, en 2002, Shannon et un de ses frères et sœurs seront inscrits sur le registre des personnes à risque, car les services sociaux ont analysé leur cas et ont trouvé qu'il y avait négligence de bas niveau, certes, mais négligence quand même. En gros, c'est dû au fait que Karen les autorisait à sortir seuls, à rester seuls à la maison aussi, sans la moindre présence adulte. En sachant que, pour rappel, Shannon a 4 ans à ce moment-là. Shannon, c'est une enfant plutôt calme, réservée, qui ne se distingue pas par son exubérance. Elle n'est pas bruyante, ni rebelle. À l'école primaire, ses enseignants la décrivent comme polie, docile, mais souvent fatiguée, distraite, lente à répondre. Elle a du mal à se concentrer, à suivre le rythme scolaire, tellement qu'on soupçonne des troubles d'apprentissage, sans qu'aucun diagnostic ne soit posé au final. À la maison, Karen élève seule ses enfants, mais sans véritable cadre comme je vous l'ai dit. Elle reçoit parfois l'aide de son compagnon du moment, Craig, un jeune homme de 22 ans qui ne travaille pas non plus. Il n'est pas le père de Shannon, mais il joue par défaut le rôle de figure masculine à la maison. Une figure, vous le verrez, douteuse, mais une figure quand même. À 9 ans, Shannon est toujours cet enfant effacé, timide, qui marche les yeux au sol. Son monde est réduit à son quartier, à son école, à sa maison. Elle ne connaît pas d'autre réalité, elle n'a pas de téléphone portable ni d'argent de poche. Bref, personne ne l'imagine capable de fuir. Personne ne croit qu'elle pourrait disparaître volontairement. Et pourtant, c'est dans ce décor-là que l'histoire bascule. Le 19 février 2008 commence comme n'importe quel autre jour. Les enfants se rendent à l'école, parmi eux Shannon. Ce matin-là, Shannon participe avec sa classe à une sortie scolaire à la piscine municipale, une activité courante dans le cadre des programmes d'éducation physique. Elle est encadrée par plusieurs enseignants. Selon les relevés, Shannon quitte les lieux avec ses camarades vers 14h30. Mais elle se retrouve à l'école et son frère, qui devait venir la chercher pour la ramener chez elle, selon les dires de sa mère, en tout cas, ne viendra pas. Shannon prend donc la route pour rentrer chez elle à pied, mais elle n'arrivera malheureusement jamais à son domicile. À 18h48, soit plusieurs heures après la sortie des classes, Karen contacte la police pour signaler la disparition de sa fille, après avoir interrogé plusieurs voisins et fait le tour du quartier. Cela fait plus de 3 heures que Shannon n'a pas été vue. Pour les autorités, c'est un délai critique et les parents ont déjà trop attendu. Immédiatement, la disparition est traitée comme suspecte. Une alerte est lancée et des agents commencent à interroger les voisins. Des patrouilles inspectent les environs, notamment les bois, les terrains vagues et les bâtiments désaffectés à proximité. Vous le savez probablement, mais dans ce genre d'enquête, les premières heures sont décisives. Et dans le cas d'un enfant, encore plus. Chaque minute compte. Dans le quartier, une onde de panique se répand. La disparition d'un enfant est un séisme pour
toute la communauté. Les voisins commencent à s'organiser spontanément, des groupes se forment pour fouiller les ruelles, les jardins, les parcs, des affiches sont imprimées montrant la photo de Shannon. La police continue ses recherches, mais elle n'a aucun indice tangible. Aucune trace de Shannon, aucune preuve d'enlèvement, mais aucune raison de croire à une fugue non plus. Bref, aucune piste. La personnalité de Shannon est aussi un élément important pour comprendre la gravité de la situation. Elle n'a jamais manifesté de comportement violent ou rebelle, elle est proche de ses frères et sœurs, elle est considérée comme douce, aimante, une fille sans problème. Karen Matthews, à ce moment-là, c'est une mère éplorée et elle apparaît à la télévision locale en larmes, soutenue par des amis et des membres de la famille, contrairement à Craig qui lui a l'air d'en avoir rien à cirer concrètement. Les images d'une mère en détresse touchent le cœur du pays. Karen parle de sa fille avec des mots simples, ma princesse, ma petite fille gentille. Et je n'ai pas d'enfant mais je n'ose à peine imaginer ce que ça doit être quand ton enfant disparaît et qu'il n'y a aucun indice. Rien. Dès le lendemain, des premières questions émergent. Pourquoi déjà Karen a-t-elle attendu plus de 3 heures avant de prévenir la police? Pourquoi Craig, le compagnon, semble-t-il si détaché, presque hostile envers les caméras? Le voisinage, lui, est divisé. Certains affirment que la famille Matthews est normale, mais un peu débordée. D'autres parlent d'un foyer chaotique, de cris constants, d'enfants livrés à eux-mêmes. À ce stade, la police n'écarte aucune piste. Les registres des délinquants sexuels dans la région sont consultés. Des entretiens sont menés avec des enseignants, les camarades, les voisins. On retrace tout l'arbre généalogique de la famille aussi pour interroger tout le monde. Chaque heure sans Shannon renforce l'angoisse. Le soir du 20 février, soit 24 heures après la disparition, la nouvelle commence à circuler dans tout le pays. Les chaînes nationales reprennent l'affaire, les réseaux sociaux s'enflamment et dans les foyers britanniques, une question revient en boucle. Qui a pu enlever une fillette dans une banlieue ouvrière en plein jour sans laisser de traces? Pour répondre à cette question, très vite les effectifs sont multipliés. Plus de 200 policiers sont affectés à l'affaire. C'est l'une des opérations les plus massives depuis des années pour une disparition d'enfants dans le comté. La technologie est également mise à contribution. Caméras de vidéosurveillance, bornes téléphoniques vérifiées, registres des déplacements contrôlés, tous les moyens sont mobilisés. Karen commence même à devenir une figure publique. Elle donne plusieurs interviews en pleurs, elle implore devant les caméras qu'on lui rende sa fille. Des images d'elle tenant une peluche appartenant à Shannon font le tour des télévisions. On la voit marcher dans la rue, entourée de bénévoles distribuant des tracts. En parallèle, la police met en place une hotline et un formulaire anonyme pour recueillir des informations. En quelques jours, plus de 1300 pistes sont recensées. Toutes sont examinées, des dizaines de perquisitions sont menées, souvent dans des caravanes, des garages, des entrepôts, mais aucune ne donne de résultat. Le 23 février, une reconstitution est organisée. Une élève de la même taille et du même âge que Shannon est utilisée pour rejouer son trajet depuis l'école jusqu'à l'arrêt de bus. Les caméras de télévision filment l'événement. L'intention est double, raviver la mémoire d'un éventuel témoin et maintenir la pression sur le public. Mais une fois encore, rien de nouveau émerge. Au bout d'une semaine, l'équipe d'enquêteurs commencera à se structurer autour de plusieurs pistes. 3 précisément. La première, l'enlèvement par un inconnu avec intention malveillante, forcément. La deuxième, une dissimulation volontaire par une personne proche. La troisième, une disparition accidentelle couverte par quelqu'un. Mais l'absence de scène de crime rend toute analyse très théorique. L'appartement des Matthews est fouillé minutieusement, aucun signe de lutte, pas de traces de sang, pas de vêtements manquants, tout est normal. L'unité criminelle de la police décide alors d'installer des dispositifs d'écoute dans la voiture de Karen et dans leur maison. Les conversations enregistrées sont étudiées au cas où quelqu'un appellerait pour demander une rançon, par exemple. La pression est maintenant sur tous les fronts médiatiques, policières, émotionnels aussi. 15 jours après la disparition, toujours rien. Aucun corps, aucun ravisseur, aucune preuve. Et tout ça alors qu'ils ont interrogé 1500 automobilistes et perquisitionné 3000 maisons. Une donnée va créer une autre dynamique. La peur. Pour beaucoup d'habitants, l'idée qu'un enfant ait pu être enlevé en plein jour dans un quartier qu'ils croyaient sûr est insupportable. Certains ne laissent plus leurs enfants sortir seuls, par exemple. Les écoles locales renforcent les mesures de sécurité. Des rumeurs circulent sur la présence d'un prédateur dans le voisinage. La psychose s'installe doucement. En parallèle, des collectes de fonds sont organisées pour soutenir la famille Matthews. Des dons affluent. Vêtements, jouets, argent liquide. Une cagnotte est même mise en place pour couvrir les frais liés aux recherches. Le journal The Sun va offrir une récompense de 20 000 livres pour toute information permettant de retrouver Shannon saine et sauve. Cette récompense sera même portée à 50 000 livres le 10 mars, alors qu'elle est portée disparue depuis
20 jours. Alors que l'enquête piétine et que les jours passent sans nouvelles de Shannon, les enquêteurs commencent à remarquer des éléments étranges. L'une des premières zones d'ombre concerne les versions changeantes de Karen Matthews. Dès les premières auditions, les policiers notent qu'elle n'est pas capable de reconstituer précisément l'emploi du temps du 19 février. Elle hésite sur l'heure à laquelle Shannon aurait dû rentrer, sur les vêtements qu'elle portait, ou encore sur la dernière fois qu'elle l'a vue ce jour-là. Plus troublant encore, elle semble parfois détachée de ce qu'elle raconte, comme si elle récitait une version apprise. Mais en même temps, c'est peut-être aussi une manière de se protéger, on réagit tous différemment à ce type d'événement. Enfin, oui et non. Il y a des limites, je pense, parce que par exemple, Richard Edwards, un journaliste qui voudra se rendre chez elle pour l'interviewer, racontera que Karen va tout simplement s'amuser à lui faire peur, à le chatouiller par derrière et lui faire boue quand il va arriver sur place, ce qui est relativement déconcertant quand on sait que sa fille a disparu et qu'elle devrait être dans un coin en train de pleurer, ou en tout cas pas penser à faire ce type de blague. Les auditions s'élargissent au cercle proche. Nathalie, l'amie fidèle qui accompagne Karen lors de ses passages télévisés, est interrogée. Elle décrit une mère affectueuse, mais débordée, qui a souvent du mal à gérer ses enfants et qui compte énormément sur les autres femmes du quartier. Elle souligne aussi que Craig, le compagnon de Karen, est rarement impliqué dans la vie quotidienne, en tout cas des enfants, qu'il est souvent enfermé dans sa chambre et qu'il entretient une relation tendue avec plusieurs membres de la famille. Les enquêteurs s'intéressent alors à Craig. Son comportement les trouble. Il semble indifférent, voire agacé par toute l'attention médiatique. Lors d'un entretien informel, il laisse même entendre qu'il trouve tout ce cirque exagéré. Oui, vous m'avez bien entendu. Lorsqu'on lui demande ce qu'il pense de Shannon, il répond froidement qu'elle était plutôt calme et qu'il ne s'en occupait pas trop. Les services techniques vérifient alors ses affaires personnelles, dont son ordinateur. Et jackpot, si on peut appeler ça comme ça, l'ordinateur révèle la présence d'images illégales. Craig est arrêté pour possession de matériel pédophile. L'affaire est séparée de l'enquête sur Shannon, car ça n'a pas réellement de rapport, mais elle contribue à alimenter le malaise de cette famille. Ça le mènera quand même illico presto à la case détention provisoire, et il finira par être reconnu coupable. Mais le jour de sa condamnation, il est condamné à 20 semaines d'emprisonnement. Mais il est libéré, car sa détention provisoire avait déjà dépassé cette durée-là. Déjà, 20 semaines d'emprisonnement pour possession d'images comme celle-ci. Franchement, j'ai l'impression qu'on l'a puni pour avoir volé un crayon à son voisin de classe. La peine est ridicule. Bref, revenons-en à Shannon. Dans le même temps, les services sociaux transmettent aux enquêteurs un ensemble de rapports concernant la famille Matthews. Depuis plusieurs années, ils avaient recensé des négligences. Enfants manquant régulièrement à l'école, absence de suivi médical, hygiène douteuse, comportement erratique de la mère. Pourtant, aucune procédure n'avait abouti à un retrait parental. Le système semblait avoir toléré une forme de chaos domestique, faute de moyens ou de volonté. Les policiers interrogent aussi les enfants Matthews avec l'aide de psychologues. Ils découvrent que Shannon avait déjà manifesté des signes de mal-être. Elle aurait exprimé le souhait de ne pas vouloir rentrer chez elle, certains soirs en tout cas. Elle se serait plainte que sa mère criait souvent et que Craig c'était encore pire. L'un de ses frères raconte qu'il n'avait pas le droit de parler à table et qu'il se couchait sans avoir mangé certains jours. Petit à petit, les enquêteurs envisagent donc une piste plus dérangeante. Et si Shannon n'avait pas été enlevée par un inconnu? Et s'il lui était arrivé autre chose? Cette hypothèse gagne du terrain quand la police reçoit un appel d'un homme local qui dit qu'il ne veut causer d'ennui à personne, mais il demande s'ils ont interrogé un homme nommé Paul Drake. Sauf que les enquêteurs n'ont jamais entendu parler de cet homme-là. Donc comment interroger un homme dont tu ignores l'existence? Ce Paul Drake, en fait, c'est l'oncle de Craig, et c'est normal qu'il ne l'ait jamais interrogé, qu'il n'en ait jamais entendu parler, car auparavant il s'appelait Michael Donovan et qu'il a changé de nom. Cet homme va expliquer que normalement Michael va lui rendre visite tous les jours, mais que depuis la disparition de la jeune fille, il ne vient plus. Il va expliquer aussi qu'il a vu Shannon sur les genoux de cet homme un jour, bien avant sa disparition, et que c'était bizarre comme situation. Il la faisait sauter sur ses genoux et Karen ne disait rien. Mais l'autre raison pour laquelle aucun policier ne connaissait l'existence de Michael, c'est qu'il n'a jamais été mentionné nulle part sur l'arbre généalogique de la famille. Et quand ils ont interrogé la famille, personne n'en a parlé. Petit point important supplémentaire, Michael a un passif judiciaire. Il a été interné par le passé pour des troubles psychotiques, il vit seul, il vit dans un petit appartement au volet toujours fermé, il ne travaille pas, vit de prestations sociales et ne reçoit quasiment jamais de visite. La police va se rendre donc chez Michael pour vérifier que c'est bien juste un oubli de la famille et qu'il n'y a rien de bizarre. Ils vont frapper, mais pas de réponse. Donc ils vont d'abord penser que personne tout simplement n'est présent et toquer chez les voisins pour se renseigner. La voisine va leur dire qu'il n'utilise jamais cette porte et qu'il faut passer par une autre porte. Ils vont donc demander à la voisine si elle pense qu'il est là et elle va dire que oui,
car il y a sa voiture déjà, et qu'il ne sort jamais sans sa voiture, et qu'en plus elle a entendu des pas dans la maison, des pas d'adultes, mais aussi des petits pas d'enfants. Un seul objectif alors, entrer chez Michael. Ils montent les escaliers et tombent sur une porte verrouillée de l'intérieur. Ils arrivent à passer la porte, mais l'appartement est vide. Il est silencieux, personne n'est dedans. Enfin, c'est ce qu'ils vont croire jusqu'à entendre une voix de petite fille qui dit « Arrête, tu me fais peur ». Le truc, c'est que la voix vient de la chambre, mais il n'y a personne dans cette chambre. Ils restent dans la chambre silencieusement jusqu'à ce qu'ils entendent des bruits à l'intérieur du sommier. Ils le soulèvent et à l'intérieur, recroquevillé, des poignets attachés avec une sangle se trouve Shannon Matthews vivante. Et c'est les larmes aux yeux qu'ils descendent Shannon. Car oui, ils pensaient qu'ils récupéreraient un corps à enterrer. À ce stade de l'affaire, c'est extrêmement rare de retrouver un enfant vivant 24 jours après sa disparition, surtout quand il n'y a aucune trace nulle part de cet enfant. Elle est en état de choc, désorientée, les pupilles dilatées. Elle ne crie pas et elle ne pleure pas. Elle est immédiatement évacuée vers l'hôpital. Les médecins diagnostiquent une hypothermie légère, une déshydratation, mais surtout un état de sédation chronique. Ça signifie une chose, Shannon a été droguée pendant plusieurs jours, dans son consentement, vous vous en doutez. Il lui demande où est Michael et elle dit sous le lit où j'étais. Michael Donovan est arrêté sur place. Il ne résiste pas, mais son comportement est confus. Dans le véhicule de police, il répétera sans cesse que ce n'était pas censé durer si longtemps. Bref, personne ne comprend trop ce qu'il raconte. Les policiers préviennent alors Karen que le cauchemar est fini, qu'ils ont retrouvé sa fille. Julie, une de ses amies, est aussi prévenue. Elle prévient alors tous les bénévoles, bref le maximum de monde, et on voit tout le monde pleurer encore et encore, se serrer dans les bras. Un moment plein d'émotions, de bonheur qui marquera la vie d'énormément de monde. À 14h30, Karen arrive au poste de police pour enfin retrouver sa fille, sa princesse comme elle l'appelle. Mais avant toute chose, il y a une chose à faire, l'identifier pour être sûr qu'ils ont retrouvé la bonne jeune fille, et c'est Karen qui doit s'en charger. Mais pas n'importe comment, elle doit l'identifier derrière un miroir sans teint. C'est pas pour rien, c'est pour éviter une contamination croisée en gros. D'une certaine manière, Shannon, c'est une scène de crime. On lui demande si c'est elle, elle répond oui, mais sans la moindre réaction, la moindre émotion. Shannon a disparu depuis 24 jours, et sa mère ne se demande pas si elle va bien, si elle peut la voir autrement que derrière un miroir, rien, nada, nothing, niente. Mais dans un moment de lucidité, Michael avoue que l'enlèvement de Shannon était un plan conçu avec Karen. L'idée selon lui était de simuler une disparition, laisser le pays s'émouvoir et encaisser ensemble la récompense de 50 000 livres promise par le journal The Sun. Il fallait que Michael finisse par l'amener au supermarché et prétende qu'il venait de la retrouver pour avoir l'argent en gros. Et l'idée donc de diviser en deux avec Karen. Disons-le, le plan est profondément mauvais car même si Shannon est droguée, elle sait ce qu'elle a vécu pendant toute sa captivité et elle aurait probablement immédiatement balancé Michael. Elle a 9 ans, pas 3 mois en fait. La défense de Michael, c'est qu'il dit que Karen l'a forcé et qu'elle l'aurait fait tabasser par 3 personnes s'il n'avait rien fait. Et que s'il l'avait dit à quelqu'un, il serait mort. Il affirme qu'il a accepté ce plan sous la pression de Karen, qu'il considérait comme plus intelligente que lui. Il espérait, dit-il, que l'argent les sortirait aussi tous les deux de la pauvreté. Il nie par contre la responsabilité de Craig dans l'affaire. Michael va dire que franchement, il traitait bien Shannon, qu'il lui a acheté des vêtements, qu'il l'a amenée au parc, après la tombée de la nuit par exemple, bref, elle avait une vie super avec lui. Mais il omet juste de dire que pendant 24 jours, elle était attachée et droguée. Mais en vrai, ce n'est rien du tout. Tant qu'il l'amène au parc, ça va, non? Les policiers confrontent Karen aux déclarations de Michael. Elle nie, s'effondre, crie au complot, mais elle ne parvient pas à expliquer les appels passés à Donovan. Michael. Les extraits d'écoute où elle évoque la récompense nient les incohérences de ses déclarations. Le 17 mars, Karen est formellement arrêtée pour complicité d'enlèvement, de séquestration et de tentative d'extorsion. La nouvelle choque le pays. Les journaux qui la soutenaient se retournent violemment contre elle. Pour la police, c'est une victoire amère. Ils ont retrouvé Shannon vivante, mais la vérité révélée est d'une laideur rare. Une mère qui orchestre la disparition de sa propre fille, droguée, cachée, instrumentalisée à des fins financières. C'est terrible. Mais cette affaire est loin d'être terminée car maintenant, il faudra juger les coupables. Le 11 novembre 2008 s'ouvre l'un des procès les plus médiatisés du Royaume-Uni. Dans le box des accusés, Karen Matthews, la mère de Shannon, et Michael Donovan, l'homme chez qui la fillette avait été retrouvée. Ils sont tous deux accusés d'enlèvement, de séquestration et de tentative d'extorsion. Face à eux, des juges, un jury de 12 citoyens et une salle remplie de journalistes, de juristes, de voisins venus comprendre. L'atmosphère est lourde, chargée de colère, mais aussi d'incompréhension. Les preuves s'enchaînent, les enregistrements téléphoniques entre Karen et Michael sont présentés, leur contenu parfois difficilement compréhensible est accablant.
On y entend Karen demander à Donovan s'il tient bien Shannon tranquille et s'assurer que personne ne peut l'entendre. Des formulations vagues mais sans équivoque. Le jury écoute sidéré. Les experts informatiques présentent également des extraits de SMS envoyés par Donovan dans les jours précédant l'intervention de la police. L'un d'eux, adressé à un contact inconnu, dit simplement « Elle sera bientôt retrouvée. Reste prêt ». Ce message analysé en contexte appuie la thèse du sauvetage scénarisé. D'autres éléments sont dévoilés. Les recherches internet effectuées depuis le domicile de Michael sur les effets du temazepam sur les enfants, des achats de médicaments auprès de revendeurs non officiels et un carnet retrouvé chez Karen Matthews dans lequel sont inscrits des montants financiers, des schémas et des dates. Mais ce qui frappe le plus le jury, ce sont les témoignages indirects, ceux des voisins, des proches, des bénévoles. Tous écrivent une Karen Matthews changeante, tantôt effondrée, tantôt absente, parfois presque détachée. Une voisine raconte qu'un soir, Karen était allée au pub 2 jours seulement après la disparition de Shannon. Une autre évoque qu'elle avait vu Karen rire à pleines dents dans sa cuisine juste après un appel à témoins. Du côté de la défense, la stratégie est hésitante. Les avocats de Karen avancent l'argument de la manipulation. Selon eux, Karen aurait été influencée par Michael. Ils insistent sur son faible QI et sur sa vulnérabilité psychologique. Elle n'aurait pas été pleinement consciente des conséquences de ses actes. Elle aurait agi sous pression. Oui, ils utilisent l'argument du QI pour justifier ses actes, vraiment. Cette ligne de défense pourtant préparée ne convainc pas du tout. D'ailleurs, le juge insiste en disant qu'elle a pu mentir aux voisins, aux médias, aux policiers et même à ses enfants. Elle a pu maintenir cette illusion pendant 24 jours et qu'elle savait parfaitement ce qu'elle faisait tout du long. Quant à Michael, sa défense est encore plus fragile. Il se présente comme un simple exécutant, quelqu'un qui a obéi à Karen. Son avocat évoque un homme solitaire, souffrant de troubles mentaux, diagnostiqué, vivant en marge de la société. Il aurait accepté ce plan par peur de perdre le lien ténu qu'il entretenait avec sa famille. Mais ces tentatives d'humanisation ne suffisent pas non plus. Le moment le plus attendu et le plus dur du procès survient lorsqu'une psychologue légale vient expliquer l'état psychologique de Shannon. La fillette ne témoigne pas, mais ses entretiens enregistrés sont évoqués. Elle aurait exprimé de la peur, une confusion, une difficulté à faire la différence entre ce qu'elle a vraiment vécu et ce qu'on lui a raconté. L'experte affirme qu'elle présente des symptômes de stress post-traumatique et qu'elle pourrait en porter des séquelles à long terme, voire toute sa vie. Après 3 semaines d'audience, le jury se retire. La délibération est brève. Le 4 décembre 2008, Karen Matthews et Michael Donovan sont déclarés coupables de toutes les charges retenues contre eux. Le juge les condamne à 8 ans de prison. Dans sa déclaration, il qualifie leurs actes de calculés, froids et empreints d'un égoïsme abject. Ils ajoutent que ce qu'ils ont fait à Shannon est presque indescriptible dans sa cruauté. La sentence ne satisfait pas tout le monde. Certains estiment qu'elle est trop clémente. D'autres pointent le fait que Karen sera probablement libérée au bout de 4 ans avec remise de peine. Et devinez ce qui s'est passé. Attendez, on en parle dans quelques secondes. En attendant, une décision prise par la justice et les autorités de protection de l'enfance a été d'effacer Shannon de l'espace public, lui donner une nouvelle chance en gros ailleurs, sous un autre nom, dans un autre cadre. Un effacement partiel pour éviter l'emprisonnement psychologique dans une identité de victime nationale. On ne sait pas si elle a repris contact avec certains membres de sa famille, ni dans quelles conditions elle a grandi. Mais c'est peut-être mieux ainsi. Sur le plan judiciaire, cette affaire a déclenché une vague de réformes et de vérifications. Les services sociaux ont été sévèrement critiqués. On leur a reproché de ne pas avoir mieux identifié les signes avant-coureurs dans la famille. Instabilité, négligence, manque de suivi médical et éducatif, des rapports internes ont été rédigés, des postes ont été reconfigurés, mais ces réformes, comme souvent, sont restées partielles. Quant à Karen Matthews, oui, revenons à cette femme, elle a effectivement purgé la moitié de sa peine. Elle a été libérée en 2012 après 4 ans de détention. À sa sortie, elle a été placée sous une nouvelle identité dans un autre comté. Une mesure exceptionnelle, généralement réservée aux détenus menacés ou à ceux dont la réinsertion est compromise, en sachant que Michael, lui, avait déjà été libéré. Je crois que je ne comprendrai jamais comment fonctionnent les peines de prison, en fait. Dans tous les cas, il y a dans toute disparition d'enfants un réflexe universel, un élan de solidarité instinctif humain. On imagine le pire, mais on espère le meilleur. On s'attache à une image, à un prénom, à une photo qu'on colle sur les vitrines. On allume une bougie, on regarde les informations, on compatit, on prie même si on ne croit pas. Pendant 24 jours, un pays entier s'est accroché à son nom. Il a organisé des battues, collé des affiches, multiplié des appels à témoins. Des voisins, des inconnus, des policiers, des enseignants ont suspendu leur quotidien pour elle. Et ça, c'est magnifique, un soutien sans égal. Finissons sur une dernière information pour vous donner l'ampleur des moyens utilisés durant cette enquête. La police a révélé que l'enquête sur la disparition de Shannon avait coûté 2 659 000 livres. Et en même temps,
Personnellement, je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen de dépenser son argent. Voilà, écoutez, je sais pas si vous aviez déjà entendu parler de cette histoire. Dans tous les cas, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Je pense que vous le savez, je vous le dis à chaque fois, mais merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Et en attendant, je vous récupère pour vous dire au revoir, comme d'habitude. Et bien écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à vendredi prochain. Gros bisous.